to the next level? Mamba Out. Bonjour à tous et bienvenue au Hall of Shame. On se retrouve pour un tout nouvel épisode du Tableau Noir qui me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, la saison régulière vient de finir, on a les playoffs qui vont commencer là tout de suite. Et donc j'ai décidé de vous garder le meilleur pour la fin avec un épisode sur les Suns. Donc ceux qui me suivent depuis longtemps et qui me connaissent bien savent que je suis un grand fan des Phoenix Suns. Donc je suis tombé dedans plus jeune avec cette équipe de Mike D'Antoni, de Steve Nash, de Stoudemire. Quand j'ai vraiment commencé à suivre le basket, ça a vraiment été la première équipe à laquelle je me suis attaché. Et j'ai toujours gardé un gros faible pour les équipes du Soleil de l'Arizona. Donc c'est vraiment une vidéo que je voulais faire. Ça fait très longtemps que Phoenix n'a pas été bon, donc ça a été un plaisir énorme pour moi d'avoir cette équipe qui vraiment dominait cette saison, qui a fait une saison vraiment surprise. On s'attendait à ce qu'ils soient bons, qu'ils participent aux playoffs après la bulle et avec l'arrivée de Chris Paul, mais vraiment qu'ils atteignent ce niveau-là, ça a quand même été une surprise pour beaucoup de gens. Moi le premier d'ailleurs, je suis pas forcément toujours le plus optimiste quand il s'agit des équipes que je supporte en sport, donc ça a été vraiment une fierté. Et donc je tenais à clôturer cette saison régulière avec cette équipe qui me tient à cœur, avec cette saison qu'ils ont fait qui est vraiment belle, sans doute la plus belle depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Donc voilà. Donc d'abord, comme je le disais, ça a été une équipe qui a eu une décennie quand même très compliquée. Ça fait 10 ans que c'est quand même compliqué à Phoenix. Les dernières fois où les Suns ont fait les playoffs, c'était quand même en 2010. Et je pense que c'est important de voir d'où vient Phoenix pour comprendre pourquoi ils sont remontés, comment est-ce que ça se fait que ce soit une aussi bonne surprise cette saison. Donc pour ça en fait, depuis l'ère Steve Nash, à ce moment-là, on a un jeu qui est vraiment flamboyant. On a une équipe qui a rendu ses lettres de noblesse au pick and roll, qui a remis le jeu collectif et le jeu rapide en avant, qui a un peu commencé à accélérer le déclin de l'isolation, qui a profité à fond des nouvelles règles en fait de la fin du hand-checking, avec Steve Nash qui allait se balader dans les défenses pour pouvoir distribuer ses ballons. Et en plus, on avait vraiment une éloge du jeu collectif, de l'extra pass, qui n'existait plus vraiment à NBA à ce moment-là. Et moi qui venais plutôt d'une école un peu d'une façon de regarder de la Pro A et de l'Euroleague, où c'était d'abord le jeu de passe qui comptait, je me suis vraiment émerveillé devant cette équipe, ce qui a fait que je m'y suis attaché. Et donc c'est une équipe qui va vraiment marquer le jeu offensivement à ce moment-là, en courant, en accélérant. Donc après en playoff c'est plus compliqué, il y a bien sûr l'épisode du coup de coude de Horry qui a pu faire pas mal jaser on va dire à l'époque et laisser sur leur faim les supporters des Suns. Il y a quand même quelques exploits jusqu'en 2010. En 2010 on a quand même un sweep contre les Spurs encore, et une élimination en finale de conférence. Puis ensuite on va avoir Stoudemire qui va partir, Steve Nash qui tout seul dans un effectif quand même assez faible va maintenir l'équipe à chaque fois au bord des playoffs. Plusieurs saisons de suite, va quand même finir meilleur passeur de la ligue encore, puis il va finir par partir du côté des Lakers, et là on va vraiment avoir une plongée petit à petit, un peu la mort du Phoenix. Donc on va avoir une seule saison un peu qui va ressortir au milieu, on va avoir cette saison 2013-2014 avec Bledsoe et Dragic qui vont emmener l'équipe à 48 victoires. Malheureusement à ce moment-là à l'ouest c'est pas suffisant, ils finiront à la 9e place, se seront battus jusqu'au bout pour les playoffs. Puis l'été suivant, on va avoir la signature d'Isaiah Thomas, et là ça va commencer à être un peu le début de la fin. Donc on a souvent entendu dire que c'était une signature totalement contre-productrice et qui collait pas dans le jeu de Phoenix. En fait pour moi c'est un peu plus compliqué. Déjà faut savoir qu'à l'époque c'est une super belle trouvaille de la part des Suns qui vont signer un 3e meneur pour un prix qui est ridicule quant à l'apport de Isaiah Thomas. Et ce qui va vraiment être intéressant, c'est que Phoenix, donc à ce moment-là, joue tout le temps avec 2 meneurs de jeu, avec Bledsoe et Dragic, et cherche à vraiment avoir 48 minutes avec un meneur de niveau quasi All-Star, ou en tout cas border All-Star. Et en fait, les trois ensemble, ça va étonnamment très bien marcher. Quand les trois sont alignés ensemble, quand les trois sont sur la feuille de match, on a une équipe qui gagne plus de 70% en fait de ses matchs. Mais malheureusement Dragic est un pur meneur. À ce moment-là, il a vraiment envie de jouer meneur, il en a marre de ne plus avoir la balle en main, il va demander son trade. Et dans la foulée, Thomas va aussi être transféré, et petit à petit, donc l'équipe va commencer vraiment à affaiblir avec un Bledsoe qui va beaucoup se blesser. Donc ça va être de plus en plus compliqué à partir de cette saison 2014-2015. En 2015, on a quand même la draft de Devin Booker, qui est pourtant 6e homme à Kentucky, qui sort un peu de nulle part, mais qui va très vite montrer qu'il a un talent absolument fou offensivement. Malheureusement, l'équipe autour de lui, ça va être vraiment compliqué. Donc, depuis le rachat de Sarver, le propriétaire de l'équipe, en 2004,
on va vraiment arriver à ce moment-là dans une période où Sarver va de plus en plus entrer dans les choix sportifs, de plus en plus influencé. Et donc on se retrouve donc à ce moment-là avec 5 coachs différents en 5 saisons, des signatures aucune grosse signature, ou alors des joueurs cramés comme par exemple Tyson Chandler. Donc on a plein de no-name qui vont entourer Booker. En fait, on va avoir des joueurs qu'on a totalement oubliés comme Jenkins, comme Taylor Ulis qui va être titulaire. On va avoir Ish Smith qui va dépanner quelque temps à la main, Kendall Marshall. Donc vous voyez un peu des joueurs qui ne sont pas restés à la postérité. Et ce qui va un peu donner l'impression que Booker va avoir donc cette image de croqueur et de loser qui ne gagne pas et ne pense qu'à scorer, ce qui était un peu mésestimé, on va dire, sans prendre en compte un peu le contexte dans lequel il était. Et c'est un moment où donc c'est une équipe des Suns qui va beaucoup drafter très haut, donc jamais non plus dans le top 2, top 3, mais elle va aller récupérer beaucoup de joueurs dans le top 5, top 10, et on va avoir des noms comme Dragan Bender, Alex Len, Marquis Chris, Josh Jackson. Donc c'est vraiment des joueurs, au moment de leur draft, tous les observateurs et tous les scouts sont d'accord pour dire que ce sont des diamants bruts à polir, où certains joueurs ont des potentiels énormes. Au moment de sa draft, tout le monde dit que Josh Jackson va être au moins aussi bon, voire meilleur joueur que Jason Tatum. Et tous, ou presque, se sont avérés en fait être des bids. Donc la question c'est, est-ce que Phoenix n'a pas su les développer, parce que c'était vraiment des joueurs à polir, pas forcément NBA ready, ou est-ce que finalement il s'avérait que c'était des mauvais choix? Dur à dire, je pense qu'il y a un peu des deux. L'équipe n'a pas su faire le développement, c'est sûr, autour de ces joueurs-là. Après, est-ce qu'ils étaient bons ou pas, ou est-ce que c'est des mauvais choix? Un peu plus dur de dire, mais en tout cas, ces joueurs ne vont pas être signés, ils vont avoir des temps de jeu mauvais, des mauvais impacts, des fois un mauvais esprit, et vont tout faire pour être envoyés ailleurs. On pense à Josh Jackson qui va avoir pas mal de déboires extrasportifs. Et en fait tout ça va vraiment changer avec l'arrivée de James Jones, d'abord en 2017 en tant que vice-directeur, et puis en tant que directeur sportif en 2019. Et là il va commencer à vraiment faire des choix forts en tant que GM, et il va récupérer totalement les responsabilités sportives que Sarver va lui laisser. Donc en 2 saisons, il va commencer en réalisant des trades pour aller récupérer Kelly Oubre Jr., Dario Saric, Aaron Baines aussi, donc des joueurs qui vont vraiment être intéressants la saison suivante. Et puis il va installer sur le banc Monty Williams. Il va enfin donner un peu de temps pour que le projet puisse arriver à maturité. Il va mettre un coach et va lui donner des responsabilités. Alors que les autres années, on avait vraiment l'impression que c'était des coachs intérimaires et que si ça marchait pas, ils sautaient tout de suite. On pense par exemple à Kokoschkov qui a sauté au bout d'un an, Jay Triano qui a pas duré bien longtemps. Ce qui veut pas dire non plus que c'était des bons coachs, mais là enfin on a un coach qui, sans être génial, est un coach totalement préétabli et talentueux en NBA. Ensuite, on va avoir aussi des choix de draft qui vont totalement changer en fait de ce qui s'est passé les années avant. Avant, on prenait vraiment des joueurs avec un potentiel énorme, donc un plafond très haut et un plancher très très bas, pas forcément NBA ready, en essayant de les former sur le long terme pour avoir plusieurs pépites dans l'équipe. Sauf que là, avec la draft de Ayton, on va supposer que le talent brut dans l'équipe est suffisamment important entre DeAndre Ayton et Devin Booker, et qu'il faut mieux mettre des joueurs intelligents autour qui vont pouvoir se fondre dans un projet collectif. C'est plus le but d'empiler des bons joueurs, mais plutôt de créer une harmonie ensemble, quelque chose en commun avec le coach. Et donc c'est comme ça qu'on va aller chercher des Cam Johnson à la draft, en 11e position, ce qui paraît très tôt pour un joueur qui a fait quand même un cursus de 4 ans à la fac, mais qui va s'avérer finalement être un très bon 3&D, capable de jouer au poste 3 et 4, et très intéressant dans la NBA moderne. De la même façon, ils vont aller se débrouiller pour aller chercher à la draft Michael Bridges, qui va s'avérer être un excellent role-player ces 2 dernières saisons. Et c'est des joueurs qui sont déjà un peu plus âgés. Ils arrivent bien après Devin Booker, alors qu'en fait ils sont 96 comme lui. Et ce qui peut surprendre au même moment, on va avoir James Jones qui va se séparer donc de Josh Jackson contre rien du tout à Memphis, et aussi pour TJ Warren contre absolument rien, alors que TJ est un joueur qui sort d'une saison à quasi 20 points, vraiment le lieutenant de Booker, et est vraiment adoré des fans à Phoenix. Donc ça surprend pas mal, mais en fait c'est ce qui va permettre de libérer le cap pour pouvoir signer Ricky Rubio et enfin amener un vrai meneur aux côtés de Booker, ce qu'il n'avait jamais vraiment eu, avec un vrai meneur capable de faire circuler le ballon et de gérer le tempo. On avait eu Bledsoe, mais qui est plutôt un poste 2 dans un corps de 1, un vrai combo. Et là, donc, on amène un vrai meneur à ses côtés. Le projet devient intéressant. De la même façon, au même moment, il va aller signer Kaminsky un peu plus discrètement, mais qui va être très intéressant pour la suite. Donc on a tout cet effectif qui est totalement modelé dans les mains de Monty Williams et qui va quand même pas mal surprendre la saison dernière. On a une équipe qui passe vraiment des tréfonds de la ligue de saison à moins de 20 wins,
à une saison à 34 victoires, et on se souvient notamment de ces 8 victoires de suite dans la bulle, et une équipe qui va vraiment être juste au ras du play-in. Ça va se jouer vraiment la dernière journée, donc c'est une équipe qui va quand même pas mal impressionner. Booker va enfin commencer à montrer qu'il est un joueur qui n'est pas unidimensionnel, qui n'est pas un simple scoreur avec des œillères. Il va devenir vraiment un joueur propre sous les ordres de Monty Williams, qui va mettre donc en avant tout son bagage technique et sa capacité de création, sans trop de déchets, avec une bonne sélection de tirs. Et la saison suivante, là c'est le coup de maître de James Jones, on va avoir la signature donc de Chris Paul, donc transféré contre Kelly Oubre, Ricky Rubio et quelques autres joueurs. Donc c'est vraiment l'arrivée d'une superstar dans l'équipe. Donc ça, tout le monde le connaît, il n'y a pas besoin d'en reparler, mais c'est quelque chose qui est arrivé en fait parce que Chris Paul voulait venir, séduit par le projet, la jeunesse de l'équipe et le fait de retrouver son coach et ami Monty Williams, qui était son coach à New Orleans. Et donc c'est notamment grâce au projet de James Jones qui a vraiment réussi à reconstruire cette équipe. Dans la foulée, ils vont aussi signer Jay Crowder, qui va rajouter un peu de dureté dans cette équipe jeune, un peu d'expérience, qui fera énormément de bien tout au cours de la saison. Et donc on va avoir une deuxième saison de suite où l'équipe va encore gagner plus de 20% de win. Faut savoir que dans l'histoire, il y a que 3 fois où c'est arrivé qu'une équipe gagne 20% de victoire 2 saisons de suite comme ça. Donc c'est pour vous montrer que vraiment on a un projet qui a pris du temps, qui a maturé et qui a su se construire de façon beaucoup plus intéressante et collective. Et donc là-dedans, on se retrouve avec une saison où Phoenix finit avec le 2e bilan de la ligue, à seulement une victoire de Utah qui a le premier bilan. Et forcément, le premier truc qu'on se dit, ça va être que c'est grâce à l'apport de Chris Paul. C'est assez logique, Chris Paul, dans chaque équipe où il est arrivé, il a fait totalement exploser les compteurs de victoires. Quand il est arrivé à New Orleans à sa draft, il a fait passer l'équipe de 18 à 38 victoires. De la même façon, quand il a rejoint les Clippers, l'équipe est passée d'un bilan de 32-50 à 40-26, c'était l'année du lockout. Encore une fois, de 41-41 à 51 victoires quand il est arrivé aux Rockets, donc quand même plus 14 victoires. Et de 49-33 quand il est arrivé au OKC, l'équipe est passée à 44-28, donc encore une fois avec moins de matchs dans la bulle. Mais il faut quand même se dire que donc on avait un meilleur pourcentage alors que l'équipe avait quand même perdu Russell Westbrook et Paul George. Paul George qui avait fini top 3 des votes du MVP deux saisons avant. Donc enfin, on a vraiment cet écart encore une fois qui a été énorme cette saison, de passer de 34-39 à 51-21 au niveau des bilans. Donc quand on voit ça, on se dit Chris Paul est un joueur qui va énormément bonifier les équipes dans lesquelles il arrive. Donc oui, c'est le cas. La première raison, c'est bien entendu l'apport de Chris Paul. Et donc c'est sans doute en effet le meneur le plus influent sur son équipe de sa génération. On a beaucoup de meneurs qui ont beaucoup gagné, mais un joueur qui est capable autant d'influer en attaque, en défense, de cette génération, donc de la génération LeBron James et tout ça, j'en vois pas vraiment d'autres à ce niveau-là. Pour moi, il est un peu à l'équivalent, le niveau des Jason Kidd ou de ces joueurs-là en termes d'impact global sur l'équipe. Et les raisons sont assez nombreuses. Donc il y a son influence sur le rythme du jeu, il est sans cesse en train de parler avec son coach, avec ses coéquipiers pour les placer en attaque et en défense. Il connaît tous les systèmes, mais pas que les systèmes de son équipe, il connaît aussi énormément de systèmes en face. Il sait quand il faut sortir des systèmes, quand se mettre à accélérer, quand ralentir, quand coincer le ballon sous le bras. Donc c'est vraiment un joueur complet en attaque, vraiment la définition qu'on peut avoir du meneur de jeu. Et donc si on parle souvent de créateurs pour des Russell Westbrook, pour des James Harden, pour ces joueurs qui créent énormément pour leurs coéquipiers, c'est clair que Chris Paul fait un peu moins de passes décisives, mais lui est plutôt un organisateur en fait. Je le mettrais pas dans cette même catégorie malgré toutes les passes décisives. C'est vraiment un chef d'orchestre, un général qui dirige ses troupes tout le temps. Donc il va pas forcément aller chercher à scorer et à créer tout de suite pour les autres, il va plutôt essayer de créer un ensemble harmonieux collectif. Et donc c'est vraiment ce terme collectif qui correspond au mieux en fait à cette équipe des Suns pour moi. Donc on en parle aussi, donc ça c'est toute l'influence qu'il a sur le terrain. On peut aussi parler rapidement de l'influence qu'il peut avoir sur les arbitres. Sans cesse à parler avec les arbitres, il arrive à obtenir des fautes techniques ou antisportives à ses adversaires. Il y a un paquet d'anecdotes à ce niveau-là. À rentrer dans la tête de beaucoup d'adversaires en parlant beaucoup tout le temps. Il a ce côté un peu teigne. Comme disait Popovic, on dirait un gamin à qui on a volé son jouet. Donc c'est un joueur qui est absolument génial à avoir dans son équipe, même si bien sûr il a énormément de haters. L'avoir dans son équipe, c'est forcément un gros apport. Et sauf que un peu à la manière des meneurs d'Euroleague, tout cet impact n'est pas forcément visible dans les stats bruts, dans les points marqués, rebonds, passes, interceptions et tout ça.
Donc ce qui explique à mes yeux pourquoi il ne sera sans doute jamais top 3 MVP cette saison, alors que si on avait plutôt des critères comme en Europe sur le MVP, il y a de grandes chances qu'il le serait cette saison, vu l'impact qu'il a pu avoir sur l'équipe. Mais en fait, il suffit de voir l'évolution de l'attaque et de la défense des Suns pour se rendre compte de son impact. Donc on a une équipe des Suns qui est passée la saison passée en offensive rating, donc un nombre de points par 100 possessions, de 111,7 points, soit la 12e attaque, à 117,2, la 5e attaque cette saison. De même, dans le même temps, en défense, on est passé de 111,4 à 111,3. Donc vous allez vous dire qu'il n'y a pas vraiment eu de changement, mais en fait, avec l'absence des publics et tout ça, on a vraiment tous les totaux et les pourcentages qui ont beaucoup remonté. Et donc on a une équipe qui est passée de la 17e à la 9e défense de la ligue en defensive rating. Donc on voit vraiment une progression dans ces compartiments du jeu, beaucoup plus de points marqués, et ça se traduit sur le bilan, sur le nombre de victoires. Et ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est donc comment l'équipe a modifié son jeu en se focalisant vraiment plutôt du côté de l'attaque, comment elle s'est adaptée en fait à Chris Paul. Donc on a une équipe qui a totalement modelé son jeu du passage d'un meneur de jeu comme Rubio à Chris Paul. D'abord en changeant totalement le rythme. Donc on va passer en fait dans cette équipe des Suns en un an d'une équipe où Rubio aime accélérer, aime mettre un peu de folie dans le match, à un Chris Paul qui est jamais aussi bon que quand il est vraiment maître du tempo sur demi-terrain. Donc résultat, on a une équipe qui va énormément ralentir son jeu, qui va jouer beaucoup moins de contre-attaques et qui va passer de la 10e équipe au nombre d'attaques totales, donc la 10e équipe qui va le plus vite la saison passée à la 29e cette saison, donc la 2e plus lente. Et ça va avoir un impact énorme sur absolument tout le jeu de l'équipe. Donc déjà en ralentissant, avec pas forcément tant que ça de passe, mais le ballon qui reste sous le bras de Chris Paul, c'est-à-dire l'un des meilleurs meneurs de la ligue quand il s'agit de faire le ratio passe par perte de balle, on a une équipe de Phoenix qui va vraiment progresser dans le domaine des pertes de balles. Là où l'équipe, la saison dernière, elle perdait beaucoup de ballons, c'est vraiment quelque chose qui arrivait avec Rubio qui mettait un peu cette folie. On se retrouvait souvent dans les cas où on avait 2, 3, 4 actions de suite où l'équipe allait perdre le ballon en essayant de jouer vite. Et donc on avait des trous d'air, des écarts qui se créaient, et ça a coûté quand même pas mal de matchs aux Suns la saison passée. Et cette saison, c'est plus tout le cas. Avec Chris Paul qui va vraiment faire attention beaucoup plus au ballon, on a une équipe qui va perdre 11,5% de perte de balles, donc c'est-à-dire 11,5 pertes de balles sur 100 possessions, soit le 4e meilleur total de la ligue. Donc c'est assez impressionnant, d'autant plus quand on regarde en fait l'âge des autres titulaires. Avec un pivot aussi jeune, avec des joueurs qui ont moins de 25 ans, généralement dans les équipes jeunes, on est quand même beaucoup plus haut en termes de perte de balles. Et là, être 4e avec une équipe aussi jeune, c'est vraiment vraiment surprenant. De même, en ralentissant, on va beaucoup avantager Devin Booker, qui au début a eu un peu de mal à se trouver parce que le jeu était assez différent, mais finalement ça va vraiment le mettre dans ce genre de faux rythme qu'il aime bien, où il va aller chercher beaucoup de paniers comme il aime le faire à mi-distance, à 3, 4, 5 mètres, vraiment ces paniers en tête de raquette. C'est quelque chose que fait énormément Chris Paul aussi, et donc les deux joueurs vont énormément le faire en sortie de dribble, sur des jeux un peu au poste, des fois poste haut ou sur un pick and roll, à aller prendre ses tirs à mi-distance. Et donc on a tout simplement la première équipe de la ligue sur le nombre de tirs tentés entre 3 et 5 mètres, avec 14% des tirs qui sont tentés entre 3 et 5 mètres. Sauf que là, vous allez me dire, quand on regarde vraiment les statistiques avancées, tout ce que j'ai pu vous dire dans d'autres vidéos, c'est d'habitude quelque chose à éviter et ce que les équipes cherchent de moins en moins à faire. Donc c'est vrai, c'est quelque chose qu'elles cherchent moins à faire, parce que elles n'ont pas forcément des gros scoreurs ou des joueurs vraiment experts là-dedans. Et ici, on a deux des meilleurs joueurs de la ligue, en fait, sur ces tirs à 3, 4, 5 mètres, dans la personne de Chris Paul et Devin Booker. En effet, on a donc Chris Paul qui va tourner à 55,0% de réussite entre 3 et 5 mètres, et Booker est à 54,2%. Donc au final, c'est des tirs à très haut pourcentage, c'est des tirs qui rapportent 109, 110 points par 100 possessions, et qui sont finalement aussi bons que des tirs à 3 points, malgré l'avantage du 3 points pour un joueur lambda. Donc c'est des tirs qui vont être assez intéressants, et ce qui est intéressant de voir, c'est que le pourcentage moyen de la ligue au drive est aux alentours de 54%, donc c'est des tirs qui sont plus efficaces que des lay-ups pour la plupart des équipes. Et ça va vraiment... donc on a une équipe qui est efficace au tir, malgré le fait de prendre des tirs qui sont censés ne pas l'être, parce qu'on a des joueurs qui sont très bons. Et c'est des tirs qui sont aussi plus simples à prendre. En effet, c'est beaucoup plus simple de commencer à dribbler et de prendre un tir à mi-distance que de devoir aller se rapprocher encore davantage du cercle et d'aller au contact. De plus, le fait de tirer à mi-distance, ça force la défense à changer de système sur le pick and roll.
Donc je vous en ai déjà pas mal parlé dans des vidéos sur la défense sur pick and roll. Généralement, les défenses, elles vont vraiment se focaliser sur le fait d'empêcher le 3 points ou la pénétration, tout en laissant un peu d'espace à mi-distance parce qu'il faut bien sacrifier une zone. Par exemple, lorsque le pivot drop, il reste vraiment dans la raquette, un peu comme le fait la défense d'Enix dans la vidéo où j'en parle. Et là, en fait, face à Phoenix, c'est plus possible parce que si vous laissez Chris Paul ou Devin Booker avoir un tir ouvert à cette distance, vous prenez 2 points ou à 45, 50, 55, voire 60% dans le cas des tirs ouverts. Ainsi, on a une défense qui est obligée de ne pas les lâcher dans cet espace et ça va offrir énormément d'espace aux coéquipiers, soit sur des coupes vers le cercle, soit sur des shoots à 3 points. On a donc une attaque qui va être super efficace au niveau du pourcentage au tir et on a un pourcentage au tir effectif de 56,4, soit le 3e de toute la ligue. Donc vous voyez, on a une équipe qui est 4e au niveau des pertes de balles, qui est 3e au pourcentage effectif, donc qui offensivement va devenir super efficace grâce à l'impact et à la modification du jeu qui s'est fait autour de Chris Paul. Donc on a une équipe qui va jouer lentement, qui va beaucoup shooter à mi-distance, et donc cette équipe qui va jouer lentement, qui va moins courir, elle arrive naturellement plus en forme dans les fins de match. D'autant plus qu'il y a beaucoup de bancs et qu'ils peuvent se permettre de faire beaucoup tourner. Et ainsi, dans les fins de match, on arrive à un moment où on va shooter à mi-distance, et comme je l'expliquais dans la vidéo sur le tir à mi-distance, c'est vraiment un tir qui devient plus intéressant dans les fins de match, dans les matchs serrés. Et on va donc avoir une équipe qui va devenir très efficace et qui va beaucoup gagner de matchs quand les matchs vont être vraiment serrés à la fin. Un exemple vraiment marquant et parlant, c'est que cette saison, Phoenix a perdu un seul match avec 1 point d'écart et on a gagné 5. Donc finalement, ces tirs à mi-distance, en fait, en plus, on voit bien que c'est pas des tirs de catch and shot, c'est pas des tirs à la Rip Hamilton qui va circuler dans des écrans et shooter à mi-distance, mais c'est vraiment en partant d'un drive après un écran ou un mouvement du ballon, et donc ça va plutôt remplacer en fait des lay-ups à même pourcentage plutôt que les tirs à 3 points. Donc on a une équipe qui est 15e au niveau du nombre de tirs à 3 points tentés, elle est pile dans la moyenne, c'est pas là-dessus qu'ils vont retirer leurs tirs pour les remplacer par des tirs à mi-distance, c'est vraiment sur les lay-ups, et en effet Phoenix est la 20e équipe au niveau du nombre de tirs pris dans la peinture. Donc comme on l'a vu, c'est un avantage parce que ça permet d'écarter les défenses, de créer plus de coupes et tout ça, mais c'est aussi de l'autre côté un gros inconvénient. En effet, on a une équipe qui dépend vraiment beaucoup de son tir, que ce soit à mi-distance mais aussi à 3 points, et le tir à 3 points, l'adresse elle peut beaucoup varier, donc les soirs où ça rentre pas, ça peut vite devenir très compliqué pour Phoenix, qui n'est pas forcément capable, qui n'a pas du tout dans son jeu cette capacité à aller se rapprocher du cercle quand ça rentre pas. Donc c'est quelque chose où ils se sont améliorés au cours de la saison. Visuellement, quand on voyait les matchs en début de saison, on avait vraiment l'impression qu'ils allaient pas du tout chercher le panier proche du cercle, et petit à petit, ils ont commencé à le faire de plus en plus. Et en début de saison, du coup, ça a coûté quelques défaites assez moches face à Washington ou à Détroit, où il y avait eu des pannes d'adresse pendant 1-2 quarts-temps et ça suffisait pour faire des gros trous et laisser leurs adversaires prendre de l'avance. Car en effet, on a une équipe qui est très mauvaise pour aller chercher les points près du cercle et encore plus aller chercher des fautes. Avec seulement 18,7 lancés par match, on a la 29e équipe pour ce qui s'agit de pourcentage de lancers tentés par nombre de tirs pris. Et on le voit vraiment avec cette absence d'agressivité en fait pour aller chercher les fautes. On le voit avec DeAndre Ayton, donc le pivot titulaire de l'équipe, qui ne tente plus que 10 tirs par match cette saison, soit 4,9 de moins que la saison passée. Et donc avec tout ça, sans réduit aussi le nombre de fautes obtenues, parce que c'est principalement les joueurs intérieurs dominants au poste comme Paul Ayton qui vont vraiment aller chercher ces fautes. Donc ça pour moi c'est vraiment une vraie faiblesse offensive du jeu de Phoenix. Elle est visuellement marquante quand on regarde les Suns. On voit bien que Ayton est très souvent très effacé en attaque, il est peu cherché en début de match, mais petit à petit va un peu disparaître. Dur à dire si c'est ses coéquipiers qui arrivent pas forcément à le trouver ou le cherchent pas, ou si c'est lui qui va pas forcément se mettre dans des positions où il peut recevoir le ballon pour dominer son adversaire. Pour moi, je pense que c'est un peu des deux, et c'est assez frustrant quand on voit la palette technique et le physique de Ayton. On aimerait qu'il fasse plus de chantier dedans. On aimerait voir des rolls sur les pick and roll beaucoup plus incisifs. Il a tendance encore à les faire un peu plus en marchant, voire à ne pas rouler. Et de toute façon il est peu cherché finalement sur le pick and roll, donc pour moi c'est vraiment le point noir de cette équipe, la vraie faiblesse. Et en playoff ça peut être une vraie grosse limite si pendant 1 ou 2 matchs le tir rentre pas. On peut avoir quelques défaites vraiment évitables, ce qui serait vraiment dommage pendant des playoffs. Après pour les playoffs on voit vraiment une équipe qui est très en équilibre entre l'attaque et la défense. Comme je disais, 5e attaque, 9e défense, dans le top 10 dans les deux, ça colle assez bien avec des participants de finale où vraiment ce niveau-là d'équipe
C'est ce à quoi ils peuvent pouvoir prétendre, pas forcément cette année, mais dans l'esprit quant au niveau de jeu affiché pendant la saison régulière. On a une équipe aussi qui est vraiment avec une vraie profondeur de banc, qui arrive en forme sans blesser. Ça, c'est très important vu la saison raccourcie qu'on a eue et très très dense. On a un jeu à mi-distance qui est vraiment intéressant pour les playoffs, comme on l'a déjà vu pas mal de fois, on le voit avec des Kawhi et tout ça. C'est en playoff que le jeu à mi-distance revient et là on sait qu'on a des spécialistes. Couplé à une vraie intelligence de jeu offensif, que ça soit de Chris Paul, de Devin Booker, mais aussi de Dario Saric, voire de Jevon Carter, qui sont capables de vraiment de faire sauter beaucoup de verrous défensifs, de mettre à plat et mettre à mal pas mal de stratégies défensives. Je pense à des zones, je pense à des trappes ou à beaucoup de défenses différentes qu'ils savent exploiter, ces joueurs-là. Et cette année, donc c'est peut-être un peu tôt parce que cette équipe, elle est pas encore arrivée à maturation. Il faut pas la voir plus mûre, plus en avance qu'elle ne l'est. Faut pas oublier que ça va être sa première participation en playoff. Et en dehors de Jake Crowder et de Chris Paul, on a très peu d'expérience dans cette équipe des playoffs. Mais elle peut être vraiment une équipe poil à gratter, une équipe vraiment chiante à jouer pour la plupart des équipes qui vont les affronter. Donc à voir qui vont jouer sur la suite des playoffs, mais elle peut être une équipe surprise cette saison. Et je sais pas si on peut vraiment parler de surprise après la saison régulière qu'ils ont fait. Donc voilà, si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à mettre un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas le cas et activer la cloche. Vous pouvez aussi nous suivre sur Norchi de Panier Ballon sur Facebook et sur Twitter. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous. We just talk about practice. We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Not a game. Not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We talking about